La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver. Bonjour Frédéric. Bonjour Vincent. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un dont on profite des derniers mois en tant que directeur général de l'entreprise qu'il dirige depuis 22 ans, une belle longévité. Une entreprise vaudoise pas comme les autres, parce qu'elle alimente la Suisse occidentale en gaz naturel, le gaz qui représente 13% de la consommation d'énergie en Suisse. Je parle bien sûr de Gaznat. René Bautz est notre invité. René Bautz, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Une carrière de plus de 40 ans dans le domaine de l'énergie. Elle commence, après de passer à différentes entreprises, elle commence à l'EPFL. Vous avez fait un master en ingénierie électrique. Vous êtes d'abord chef d'un bureau d'études dans le canton de Neuchâtel, puis chef de division, directeur. Et en 2002, vous rejoignez Gaznat. Dans quel contexte êtes-vous arrivé chez Gaznat? On rappelle que vous avez commencé comme directeur technique et chef des opérations. Tout à fait. Alors, j'ai commencé à Gaznat en tant, comme vous l'avez dit, directeur technique. J'avais la mission de rassembler un petit peu les différents éléments qui étaient dans le côté gestion des réseaux donc de gaz à haute pression de la Suisse occidentale. Donc, c'était ma première tâche donc, au niveau de la direction technique. Et puis ensuite, j'ai passé comme directeur opérationnel avant de reprendre la direction générale. Auparavant, vous étiez directeur de CEFA, la Société électrique des forces de l'Aubonne, une entreprise déjà bien plus petite à l'époque. C'était devenu trop petit pour vous? Vous aviez besoin d'un plus grand défi? Comment ça s'est passé? Non, je pense que tous les défis étaient intéressants parce qu'avant la CEFA, j'étais directeur des services industriels de Bienne. Donc, c'était quand même déjà une assez grande entreprise. Ensuite, à la CEFA, il y a eu un projet très intéressant. Il fallait reprendre et puis développer le projet hydroélectrique. Donc, j'ai pu apporter aussi là ma contribution pour réaliser enfin ce projet hydroélectrique qui était déjà dans les tiroirs depuis de nombreuses années. Et puis, après la CEFA, l'opportunité s'est présentée pour moi de reprendre éventuellement la direction générale de Gaznat. Donc, j'en ai profité. Et puis, avec cette première étape de directeur technique. Si on parle de taille d'entreprise, vous avez apprécié alors ce moment dans une entreprise plus petite? Oui, énormément. Aussi le lien directement avec les collaboratrices et les collaborateurs. Et puis, les défis étaient aussi importants à l'époque pour la CEFA, de pouvoir réaliser ce projet hydroélectrique pour son futur. Donc, j'ai retenu de très bonnes expériences à la CEFA. Dans ces expériences, que représente pour vous l'action de diriger? Vous avez eu plusieurs postes de direction, mais qu'est-ce que ça veut dire diriger? Alors, pour moi, diriger, ça veut surtout être un leader. Et puis d'amener les gens dans un objectif commun. Et puis de les motiver à atteindre ces objectifs. Donc, c'est pour moi le côté un petit peu d'être inspirant aussi pour l'ensemble de mes collaboratrices et collaborateurs. Quand ça marche pas, parce que ça marche pas forcément Ça marche pas toujours, non. Quand ça marche pas, c'est un peu plus difficile, c'est clair, en tant que dirigeant d'une entreprise. On essaye toujours de mettre en place des objectifs. Donc, chez moi, c'était toujours un petit peu le management by objectif, comme on dit. Donc, de fixer un petit peu des objectifs, naturellement ensemble avec le conseil d'administration, et puis surtout de motiver les gens à atteindre ces objectifs et puis suivre. C'est clair, on est un petit peu le capitaine dans le bateau, mais comme je suis navigateur, on sait que dans un bateau, il faut l'ensemble de l'équipage pour atteindre un objectif. Vous avez commencé, on l'a dit, dans un bureau technique. C'est votre hiérarchie qui est venue vous signifier que vous aviez l'âme d'un leader? Vous l'aviez déjà senti auparavant? Non, je dirais que c'était plutôt presque une évolution naturelle. En tant qu'ingénieur, on commence toujours par rapport à être beaucoup plus technique au départ, donc de développer surtout des projets. Tout au début, j'ai eu l'occasion de développer plusieurs projets hydroélectriques, des constructions de réseaux électriques. Ça m'a toujours passionné naturellement en tant qu'ingénieur à la base, donc avec mon ADN de formation à l'école polytechnique. Et puis progressivement, naturellement, on prend un petit peu goût au management et puis on essaie d'évoluer dans le cadre d'une entreprise. J'avais fait aussi une formation en gestion d'entreprise et puis des formations complémentaires aussi pour me préparer éventuellement à une position de management. Et puis je dirais que c'était un petit peu une évolution naturelle. J'ai eu quelques opportunités dans la vie. On dit toujours il faut être au bon moment, au bon endroit pour prendre le bon train. J'ai eu de la chance d'être souvent au bon moment, au bon endroit, ce qui m'a permis d'évoluer de ma carrière.
La tâche n'est pas aisée sur une carrière de plus de 40 ans, mais si vous deviez sélectionner un moment fort de votre carrière dont vous aimeriez nous parler, ça serait lequel? Alors, j'aimerais même vous parler de 2 moments forts que j'ai vécu d'ailleurs assez récemment. D'abord, la crise énergétique. J'ai vécu chez Gaznat. Ça, c'était vraiment quelque chose de très particulier. Ça, en Avec lien le avec dé- la crise en Avec le Ukraine, hein. début du conflit entre la Russie et puis l'Ukraine. Donc là, on a dû tout de suite mettre en place des mesures pour assurer la sécurité d'approvisionnement. J'ai eu des contacts étroits avec le Conseil fédéral, même avec certains conseillers fédéraux, pour discuter de la situation. On a mis en place une task force. J'ai même accompagné M. Morer à l'époque pour un déplacement au Qatar pour essayer de voir si on pouvait passer un contrat de gaz liquéfié avec le Qatar pour assurer la sécurité d'approvisionnement. Donc ça, je dirais que c'était un moment très fort. Et puis, il faut le dire que là, j'ai eu quelques nuits blanches aussi dans des situations qui étaient pas faciles à résoudre. En quoi est-ce que cette crise vous a challengé en tant que leader? Ça nous a challengé parce que d'un côté, il fallait gérer une situation où on avait un risque de rupture d'approvisionnement. Donc, comme nous, on est quand même chez Gaznat une entreprise d'infrastructure critique, comme on l'appelle. Donc, on ne pouvait pas se permettre de prendre le moindre risque. En même temps, il y avait une explosion de prix. On a vu des prix qu'on n'a jamais pensé atteindre dans une carrière comme la mienne, à passer 340 € par le mégawattheure de gaz sur les marchés. Donc, des besoins aussi de trésorerie énormes pour l'entreprise. Et tout ceci, il fallait trouver des solutions rapidement et puis essayer de surmonter cette crise. On ne savait jamais où ça allait s'arrêter, donc c'était quand même pas facile à vivre. Et l'autre moment? Alors, l'autre moment qui était un grand moment pour moi aussi, c'était en tant que président du Global Gas Center, qui est une organisation internationale dans le domaine gazier. J'ai été invité par le président de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, juste après justement le début de la guerre avec la Russie et l'Ukraine, pour parler un petit peu des menaces sur le secteur énergétique, et puis d'être là devant le monde entier, pratiquement, en tout cas tous les ambassadeurs du monde entier qui siègent à l'Assemblée générale des Nations unies. C'était aussi un grand moment, et puis d'échange. René Botz, parlons d'un sujet incontournable maintenant, la transition énergétique, un concept qui a vu le jour entre les années 70 et les années 80, les enjeux dont on parle déjà à l'époque, la réduction bien sûr des gaz à effet de serre, la sécurisation aussi des systèmes énergétiques, la protection de la santé de la population. Vous étiez aux études à cette époque, c'était déjà une cause à laquelle vous étiez sensible? Effectivement, oui, parce que j'ai beaucoup travaillé au début aussi de ma carrière dans le domaine des énergies renouvelables. J'avais même commencé ma première expérience en tant que jeune ingénieur à l'électricité neuchâteloise à développer des éoliennes. Lensa, qui fait partie du groupe E maintenant. Qui fait partie du groupe E, donc on avait développé. Je suis allé même jusqu'en Arabie Saoudite pour installer des petites éoliennes produites dans le canton de Neuchâtel, donc ça c'était quelque chose. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion naturellement de développer plusieurs centrales hydroélectriques dans ma vie, à peu près 5 ou 6 centrales hydroélectriques auxquelles j'ai participé au projet. Et puis à la fin, maintenant chez Gaznat aussi, avec ce projet d'Innovation Lab, avec les gaz renouvelables, avec la capture de CO2. Donc on peut dire qu'il y a une suite dans ce sens-là aussi, puis de ma sensibilité pour ce domaine. On y reviendra, mais aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'admis. Mais à l'époque, c'était plutôt des militants on était très anti-nucléaire, il y avait d'autres discussions que celles qu'il y avait. Oui, ça a bien changé les discussions. Mais vous voyez ce sujet déjà à l'époque comme sous un angle également politique ou c'était plus technique? Bon, au départ, c'était certainement plus technique. Donc, c'était la joie de développer des projets hydroélectriques parce que j'ai toujours trouvé que les projets hydroélectriques, c'était des projets magnifiques parce qu'on avait beaucoup d'eau et puis de turbiner l'eau et puis tout le système. Turbiner, ça m'a toujours attiré. Repomper l'eau, la faire remonter Voilà, le barrage, aussi quand des le pompages prix de turbinage et l'électricité, tout ça. Je trouvais que c'était des systèmes intéressants et puis c'était une des richesses de la Suisse qu'il fallait développer absolument à l'époque. Et puis aujourd'hui, on voit qu'on a de nouveaux défis. Donc, surtout si on veut sortir du fossile, il faut trouver des nouvelles solutions, notamment dans le domaine des gaz renouvelables, pour pouvoir encore continuer à utiliser cette infrastructure qu'on a chez Gaznat. Donc voilà, c'est le nouveau défi auquel je me suis attaqué. Un petit mot encore de ce projet d'éolienne que vous avez co-conçu, 10 kilowatts. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'elle a vu le jour quelque part, cette éolienne? Oui, on a développé des éoliennes de 10-15 kilowatts, qui est des très petites dimensions par rapport aux éoliennes d'aujourd'hui qui font quelques mégawatts. Mais on était un peu des pionniers à l'époque. Je me rappelle, on avait fait des développements déjà à l'époque avec l'école polytechnique, notamment au niveau de la génératrice à aimant permanent. Et puis on avait monté un laboratoire d'essais, notamment dans le Haut-Valais. On faisait les essais des premières éoliennes. De temps en temps, il y en a une qui éclatait puis
qui partaient dans toutes les directions. Il y avait des oppositions à ces essais? Ouais, on ne parlait pas encore d'opposition pour ce genre de projet à l'époque. C'est venu après coup, naturellement, avec des plus grosses machines qui ont un petit peu plus d'impact sur l'environnement que les nôtres. C'est assez préoccupant, hein, selon la Fondation suisse de l'énergie. La Suisse se trouve dans les derniers rangs européens pour la production d'électricité solaire et éolienne par habitant. Le 9 juin dernier, les habitants de Saint-Imier ont accepté de peu une extension de la centrale solaire de Mont-Soleil qui permettra l'installation de 390 tables photovoltaïques supplémentaires. Qu'est-ce que vous voyez dans cette décision ? Je crois qu'en Suisse, les projets bougent lentement, mais une fois qu'ils bougent, ça progresse. Donc on voit quand même maintenant une grande progression, notamment au niveau de la production solaire en Suisse, ce qui est encourageant pour la suite. On sent aussi que la population suisse est quand même assez sensible au paysage. Donc je pense qu'il faudra faire aussi des efforts de mieux intégrer les systèmes énergétiques dans les paysages, de protéger aussi l'environnement. Mais c'est clair, à un moment, il faut faire aussi une pesée d'intérêt, puis une pesée d'intérêt politique entre, naturellement, les défis qu'on a au niveau énergétique et puis la protection du paysage. Et puis, on a quand même un système démocratique ensuite, et puis je suis persuadé que ça va quand même fonctionner, et puis que la population remarque de plus en plus, il faut qu'on développe aussi la production au niveau suisse. On enregistre l'émission quelques jours après la votation du 9 juin aussi pour l'approvisionnement d'électricité. Ouais. C'est un signe, quand même important, la population. Tout à fait, ouais. Une Suisse autonome, relativement autonome en énergie, vous y croyez ? On ne sera jamais autonome, parce que déjà aujourd'hui, on importe une grande partie de notre énergie. C'est clair, on va essayer de développer encore surtout la production en Suisse. Ce qui est important aussi pour l'avenir, c'est surtout de développer aussi les stockages d'énergie, parce qu'on a de plus en plus assez d'énergie en été, mais pas assez en hiver. Donc, on va essayer aussi de trouver des solutions pour transporter, si on peut, cette énergie qu'on a en excédent en été sur l'hiver, et puis de pouvoir être moins dépendant de l'étranger par rapport à l'importation. Mais il est clair que totalement, on ne pourra jamais être complètement autonome. Ou alors, ça coûterait tellement cher, puis ça nécessiterait tellement d'installations que c'est pratiquement irréalisable. Donc, c'est pour ça qu'on voit aussi que la Confédération fait un effort maintenant. On vient de passer un accord de solidarité entre l'Allemagne, l'Italie et la Suisse, notamment pour travailler plus ensemble et puis de sécuriser l'approvisionnement, notamment en gaz, dans ce domaine-là, en cas de pénurie. René Baud, d'abord un bref rappel historique sur ce qu'est GasNat, création en 1968. C'était à l'époque juste une société d'études et son but c'était favoriser l'arrivée du gaz naturel en Suisse romande. Et l'exploitation du premier gazoduc va démarrer en 1974 entre Baie et Vernier. Il était posé au fond du lac Léman. Et puis l'entreprise s'est bien sûr beaucoup développée depuis. Qui sont aujourd'hui vos principaux clients ? Alors, nous sommes ce qu'on appelle une entreprise midstream, c'est-à-dire l'intermédiaire entre les producteurs de gaz et puis les distributeurs de gaz. Donc, ce que nous faisons, nous, c'est d'acheter le gaz sur les marchés dont on a besoin à la Suisse, de le transporter, de le stocker et puis de vendre aux gros clients et puis à nos partenaires actionnaires qui sont surtout les services industriels ou les sociétés gazières. Des groupes qui sont aussi actionnaires de GasNat. Les services industriels de Genève sont le plus gros, de ma connaissance. Oui, Genève, c'est le plus gros. 37%. La ville de Lausanne aussi a presque 27%. Le groupe est également, je ne vais pas faire toute la liste, mais donc beaucoup d'acteurs qui sont publics. C'est indispensable comme structure de capital pour une entreprise comme GasNat. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont structurées comme la nôtre dans le domaine de l'énergie. Donc, c'est ce qu'on appelle des sociétés de partenaires, où on a en même temps des actionnaires et des clients, qui est des fois pas si simple à résoudre, le problème au niveau du conseil d'administration, voilà. Mais j'entends c'est des structures qui fonctionnent bien en Suisse. Nous avons aussi de très bonnes relations avec nos différents actionnaires qui sont nos clients. Et puis, nous avons trouvé un modèle qui fonctionne à satisfaction. Et d'où vient le gaz que vous transportez ? Alors, le gaz qu'on transporte, on l'achète essentiellement sur le marché européen. Donc, d'abord, il y a le marché gros. On achète régulièrement du gaz avec notre plateforme de négoce. Ensuite, on a des contrats long terme qui sont quand même encore l'ossature de base de l'approvisionnement de GasNat. Là, nous avons un contrat avec une grande société norvégienne où le gaz vient de la mer du Nord. Et puis l'autre, c'est d'une société française donc, qui est connue aussi, qui a un large portefeuille d'approvisionnement. Donc ça, c'est nos deux sources principales avec les contrats long terme. Et qu'est-ce qui a changé ? Plus encore le stockage à côté. Qu'est-ce qui a changé depuis la
la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Alors, ce qui a changé, c'est que nous cherchons de diversifier au maximum nos sources d'approvisionnement. Donc, ça, c'est une des solutions. Vous aviez beaucoup de gaz russe avant? On n'a pas eu directement de contrat de gaz russe, mais à travers le contrat qu'on a avec les Allemands, il y avait beaucoup de gaz russe dedans. Donc, nous essayons de diversifier au maximum nos sources d'approvisionnement. Et puis, naturellement, aussi diversifier surtout nos tracés d'importation de gaz, qui est important aussi Et aujourd'hui. vous diversifiez, vous avez évoqué tout à l'heure le Qatar, vers ce genre de pays, ou les États-Unis peut-être? Alors, indirectement, on a déjà du gaz, notamment des États-Unis, avec le contrat long terme qu'on a avec la France. Et puis, sur le marché de gros européen, naturellement, il y a pas mal de GNL qui a remplacé maintenant le gaz russe. Naturel liquéfié, oui. Gaz naturel liquéfié, donc qui est refroidi à moins 160 degrés. Oui. Donc là, il y en a pas mal qui arrivent maintenant sur le marché européen. Le marché est devenu de nouveau très liquide, donc ce qui nous permet de nous approvisionner à un prix pas seulement plus bas Les prix qu'il était à l'époque. Vous évoquiez les prix supérieurs à 300 euros tout à l'heure. Ouais, On passé est retombé 300. À 30, 33 euros par mégawattheure. Ce qui donne bien actuellement. une idée de l'amplitude Voilà. des prix de fois 10. Vous venez de publier vos résultats 2023, 2,2 milliards de francs de chiffre d'affaires, c'était en hausse de 7%, et c'était un nouveau record. À quoi ça tient? C'était vraiment ces prix qui ont explosé, qui étaient encore très hauts en 2023 en partie? Alors, on avait encore des prix assez hauts en partie, donc aussi des couvertures à long terme qui étaient assez élevées au niveau de la couverture des prix. Ensuite, on a eu quelques très bons résultats aussi de certaines de nos filiales dans le domaine négoce. Et puis, de notre côté, chez nous aussi, de la plateforme négoce qui a très bien travaillé, ainsi que dans le transport aussi. On a pu profiter aussi de notre actif qui est assez diversifié et qui permet aussi d'optimiser les achats et puis qui nous a permis de sortir des résultats intéressants. L'activité de négoce, évidemment, elle peut mieux se développer quand il y a des variations de prix qui sont importantes. Maintenant qu'on, vous l'avez évoqué, on revient à des niveaux plus normaux. Est-ce que ça veut dire 2024, en revanche, là, il y aura Il y aura certainement une baisse réduction, au niveau du chiffre d'affaires. Ouais. ouais. Est-ce que ça aura un impact sur votre rentabilité? Non, principal, parce que comme vous avez vu peut-être dans les chiffres, on a quand même une très bonne rentabilité. En hausse de 40%. Voilà, l'an même passé. 160% au niveau du résultat net, à 40 millions. Ce qui nous a aussi permis, et puis c'est important pour l'avenir, aussi avec la transition énergétique, c'est de renforcer la solidité financière de Gaznat. Donc, on est actuellement à peu près à 185 millions de fonds propres, ce qui permet aussi de survivre des périodes pas où les d'endettement? prix seraient très élevés. Il n'y a pas de dette? Il y a aussi un endettement, naturellement, mais l'important, c'est d'avoir des fonds propres, notamment vis-à-vis des banques, pour notamment obtenir, en cas de nécessité, les lignes de crédit pour les achats de gaz. Vous avez évoqué tout à l'heure la question du stockage. Il me semble qu'il n'y a pas de stockage en Suisse, c'est juste. Il n'y a pas de stockage saisonnier. Il y a des petits stockages journaliers ou hebdomadaires au maximum, mais il n'y a pas de grand stockage saisonnier. Il me semble que le Conseil fédéral réfléchissait à ce sujet. Où est-ce qu'on en est exactement? Alors, on avance avec notre projet de stockage dans le Haut-Valais. On a des discussions en cours avec l'Office fédéral d'énergie pour voir les conditions cadres nécessaires pour mettre en place un tel stockage. Et puis de l'autre côté, on vient de réaliser l'étude de rentabilité pour le futur et puis l'importance éventuelle pour la Suisse d'un tel stockage de gaz. Donc l'étude était positive, donc ce qui nous conforte dans notre idée d'avancer dans ce projet. Et on stockerait puis, quelle quantité de gaz? Alors, c'est pas négligeable, c'est environ l'équivalent de Grande Dixence, donc c'est 1,5 TWh. Alors, on traduit en chiffres pour le grand public, ça permet d'alimenter en énergie combien d'habitations, combien de... Alors, 1,5 TWh, ça représente environ, je dirais, 20% de notre consommation annuelle sur le secteur de Gaznat. Donc, c'est pas considérable. négligeable. Donc, on essaye d'avancer dans ce domaine-là. Éventuellement même de préparer un tel stockage pour stocker, c'est clair, des gaz de synthèse, des gaz renouvelables ou éventuellement même l'hydrogène à l'avenir. Plus largement, quel avenir voyez-vous pour le gaz dans la politique énergétique et l'objectif de zéro émission de CO2 net en 2050? Alors, personnellement, je suis de plus en plus convaincu qu'une pure électrification, ce n'est pas possible. Donc, il nous faudra aussi trouver une solution avec les molécules. Et puis, si possible, les molécules renouvelables. C'est beaucoup plus facile à stocker de l'énergie sous forme de molécules que sous forme électrique. C'est-à-dire un gaz de synthèse? Par exemple, gaz de synthèse, hydrogène ou de biométhane. Donc là, on a une stratégie maintenant en 2 étapes, en tout cas chez Gaznat. C'est d'abord développer notre portefeuille de biométhane, aussi à l'importation. Donc, on est en train de passer même des contrats, par exemple, avec l'Espagne ou la France pour importer du biométhane.
Et puis par la suite, ça serait de développer ce qu'on appelle le power to gas. C'est en fait, pendant les périodes excédentaires, surtout en été, c'est de transformer cette électricité renouvelable en hydrogène, de la combiner avec le CO2 et puis de faire du gaz de synthèse. C'est pour ça qu'avec les PFL, on développe le système de capture de CO2 et puis de l'autre côté aussi de nouveaux réacteurs de méthanation qui nous permettent de produire ce gaz de synthèse, ensuite le stocker et puis de l'utiliser en hiver. Ça nécessite quel type d'investissement? Des énormes investissements. Déjà, simplement pour notre stockage, c'est à peu près pas loin d'un demi-milliard de francs. Un demi-milliard. Ouais. Donc, Vous allez bon, financer- c'est quand même 1,5 TWh, c'est pas Oui, oui, négligeable. oui, oui. Mais c'est quand même un investissement assez conséquent. Et puis de l'autre côté, ces nouvelles technologies, ça demande aussi un investissement pour les amener à la maturité. Et puis on espère aussi avec le scale-up de ces projets, donc l'augmentation des niveaux de puissance, de diminuer les coûts, et puis d'arriver à une rentabilité suffisante pour progressivement remplacer le gaz fossile à terme. Tout le pari, c'est de développer les technologies et qu'un jour ces investissements soient rentables. Si on prend juste le cas du stockage, un demi-milliard d'investissements, vous pensez que Un demi-milliard. un demi-milliard, pardon, c'est amorti en combien d'années? Alors en général, ce genre d'installation s'amortit en 40-50 ans. Parce que c'est quand même des installations qu'on construit pour cette durée de vie. Mm. Donc en principe, on calcule avec cette période pour la rentabilité d'un tel ouvrage. Vous parliez d'hydrogène tout à l'heure. La mobilité pourrait être un nouveau marché pour vous dans les prochaines années? Oui, je pense que d'abord, il y aura un gros marché pour le gaz liquéfié ou le bio-GNL ou le biométhane dans le domaine surtout des poids lourds. Actuellement, on voit clairement que c'est l'électrification qui prend le dessus au niveau des véhicules légers. Mais la problématique des poids lourds, c'est qu'il faut une grande autonomie, des longues distances. Donc là, je pense que le biogaz ou le gaz naturel liquéfié a un rôle à jouer ces prochaines années. Et puis par la suite, une fois qu'on arrivera à améliorer la rentabilité éventuellement de l'hydrogène, c'est très possible aussi que l'hydrogène prenne une part de ce marché. Aujourd'hui, corrigez-moi si c'est faux, mais la part de gaz renouvelable injecté dans le réseau, c'est 2,5% Au niveau suisse, au ouais. niveau suisse. Le but, c'est d'arriver à 15% en 2030, Même 30%. même 30% dès Par rapport au 2030. marché de chaleur, ouais. Donc ça donne à peu près globalement 15%. Ouais. Il y avait des discussions au niveau parlementaire pour supprimer une taxe CO2 à l'importation des gaz renouvelables. Est-ce que ce dossier a avancé, abouti, ou où est-ce qu'il en est? On espère qu'il va avancer parce que c'est le grand moment de corriger une erreur historique, à notre avis, c'est-à-dire de taxer aussi l'importation d'énergie renouvelable parce que c'est dans un gazoduc qu'on trouve que c'est pas plus acceptable aujourd'hui si on veut développer, surtout dans le cadre un petit peu des objectifs climatiques de la Suisse, l'importation aussi de gaz renouvelable. Donc, il y a même maintenant des interventions parlementaires qui ont été faites dans ce domaine-là. Bon, on espère maintenant que rapidement on trouvera une solution. Et que représentent pour vous les discussions avec l'Union européenne, puisque je rappelle que les négociations ont de nouveau commencé sur les bilatérales 3, comme on les appelle. Ça reprend de vieux dossiers comme la libre circulation des personnes, mais un des nouveaux paquets d'accords en discussion, c'est l'électricité. Vous êtes concerné? On est indirectement concerné parce que tôt ou tard, donc le gaz va être aussi pris dans les discussions, puisqu'on est très bien interconnecté avec le gaz. D'ailleurs, il y a récemment un accord de solidarité sur le gaz qui était passé entre la Suisse, l'Allemagne et puis l'Italie, comme je l'ai mentionné avant. Et là, nous avons la chance aussi déjà d'avoir de notre côté un accord inter-État. C'était un des premiers qui existait en Suisse dans le domaine de l'énergie. C'est entre la France et la Suisse par rapport au décret de stockage qui avait été publié à l'époque, qui nous posait un problème parce qu'on avait investi dans le stockage en France et puis surtout aussi de la liaison avec la France et puis qui finalement nous a autorisé à avoir les mêmes priorités que les distributions publiques françaises. Donc, ce qui nous a aussi sécurité notre approvisionnement depuis la France. Donc, on voit que c'est nécessaire de discuter avec l'Europe. On s'entend d'ailleurs heureusement très bien entre les opérateurs européens. Mais maintenant, il faudra aussi au niveau politique trouver des solutions aussi pour pas que la Suisse soit mise de côté, notamment dans les différentes discussions et puis dans les différentes commissions européennes. Dernier thème dans cette partie sur l'entreprise. Vous avez annoncé au début de l'année prendre votre retraite de la direction opérationnelle. Et puis, on apprenait à la fin de l'Assemblée générale de la semaine passée que vous étiez pressenti à la présidence de Gaznat, puisque Philippe Petitpierre, lui, a annoncé son retrait. Est-ce que vous savez où en est le recrutement de votre successeur à la direction générale?
Non, je ne peux pas encore vous donner d'informations à ce sujet-là, mais c'est en cours. Et puis je pense que prochainement, il y aura une information qui sera faite officiellement. Et c'était déjà, quand vous avez annoncé votre retrait de la direction opérationnelle en début d'année, c'était déjà d'entente que M. Petitpierre sortirait aussi pour qu'il y ait une continuité au sein de la direction de Gaznat? Lorsque j'ai annoncé mon désir d'arrêter mon activité opérationnelle, le conseil d'administration m'a informé qu'il souhaiterait beaucoup garder un petit peu mes compétences et puis mon réseau aussi pour éventuellement mon futur successeur. Donc finalement, j'ai volontiers accepté cette proposition-là de reprendre la présidence après Philippe Petitpierre, ce qui me permettra encore d'assurer, je dirais, la transition pour le futur avec tout ce que j'ai pu vivre ces 22 années en arrière. Et puis maintenant, avec ma motivation encore pour développer certains projets, donc dans le domaine des gaz renouvelables, entre autres, mais aussi pour assurer la sécurité d'approvisionnement. Et puis, ça me permettra vraiment de faire profiter à mon ou ma successeur les compétences que j'ai encore. René Bautz, on l'a bien compris, à la fin de l'année, vous allez quitter l'opérationnel de Gaznat. Et après? Après, j'ai quelques projets privés que je veux encore réaliser. Donc, je suis encore en bonne santé. Vous faites du bateau, hein? Entre autres du bateau, parce que je suis un navigateur. Donc, j'ai aussi un ami qui est parti faire une première partie d'un tour du monde. Donc, j'aimerais peut-être faire quelques étapes aussi avec lui. Profiter aussi un petit peu de naviguer en famille. Et puis, j'ai aussi quelques projets de voyage encore que je souhaite réaliser. Le bateau, un tour du monde, ça veut dire qu'on coupe vraiment toutes les connexions avec sauf à moins d'avoir un téléphone satellite. Vous êtes quel genre de personne dans ces moments-là? Vous arrivez vraiment à décrocher ou bien non, vous gardez... Alors ça, je dis souvent à mes enfants, il faut savoir dans la vie aussi des fois profiter de certains moments, on est déconnecté du monde, profiter du paysage, de l'environnement, de la situation où on est ce jour-là. Donc c'est clair, si je suis au milieu de la mer, ça va être un peu plus difficile de me contacter. Mais bon, avec les technologies d'aujourd'hui, même sur un petit voilier, on est toujours connecté aussi au monde. Parce qu'on a de l'électronique aussi déjà, simplement pour la navigation ou pour télécharger les cartes météo. Donc, je serai quand même connecté. Mais je répondrai peut-être moins rapidement que je le fais aujourd'hui. Et si la je politique, reçois un SMS. La politique, alors vous êtes conseiller communal à Cran, dans le canton de Vaud. Ça veut dire mettre sur pause ces mandats-là ou au contraire, par la suite, vous investir un peu plus en politique? Non, j'ai fait quand même pas mal d'années maintenant au niveau de la politique communale. Donc là, je pense que progressivement, je vais aussi arrêter ce côté-là. Mais j'ai déjà encore d'autres projets aussi dans le domaine aussi de l'activité sociale, je dirais, que ce soit au niveau de ma commune ou dans d'autres domaines. Aussi, je fais partie d'un club service. Ils m'ont déjà demandé, sachant que j'allais arrêter un petit peu mon activité opérationnelle, si je voulais pas reprendre la présidence. Donc, les propositions viennent automatiquement, je dirais. Les mandats arrivent. Et enseigner un jour, ça vous tenterait? Je dirais pas non, parce que je l'ai fait aussi au cours de ma carrière. Chaque année, par exemple, j'ai donné un cours aussi dans le domaine de la formation sur la mutation énergétique à la haute école spécialisée à Yverdon. Donc oui, pourquoi pas? C'est quelque chose qui m'intéresse aussi, transmettre mon expérience, mon savoir aussi aux jeunes. C'est, je trouve, un noble objectif. Merci beaucoup René Bautz d'être venu aujourd'hui. Merci. Sur le plateau de B2B nous parler. Merci Frédéric Lelièvre. Merci Vincent Magny. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles rencontres, de nouveaux portraits. Portez-vous bien, à bientôt. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.